Bonsoir à tous, on est en direct sur la page de l'Écho de Carreau, prendre soin de soi, prendre soin du monde avec Samuel. Bienvenue Samuel, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Alors Samuel, toi tu es cofondateur de l'association qui s'appelle l'AREP, qui veut dire l'association de la romande pour l'éducation et la psychologie positive. Tu vas nous en parler, tu vas nous parler de sa mission, de ses activités et de son actualité. Notamment, il y a des webinaires à venir. Et on va bien sûr en profiter pour aussi parler de la psychologie et de l'éducation positive aux personnes qui nous écoutent. Alors, je voulais t'inviter parce que pour moi, la psychologie positive, je l'ai découverte il y a des années comme beaucoup de monde, mais surtout en 2011, j'ai été faire un atelier à New York avec Robert Holden, qui est un docteur en psychologie positive anglais, et j'avais beaucoup aimé, et je trouve que c'est une discipline qui propose des clés très concrètes pour s'épanouir au quotidien. Donc, j'ai trouvé intéressant de te donner la parole aujourd'hui, et je vais continuer cette année à donner la parole à des acteurs de la scène de la psychologie, mais aussi de la physique quantique, des neurosciences et de beaucoup d'autres disciplines qui ont pour point commun pour moi l'activation de nos ressources intérieures. On a beaucoup plus de ressources intérieures que ce que l'on croit et ce que on nous laisse tendre à penser, et on n'a pas vraiment d'éducation sur ça. Donc, je trouve intéressant de relayer aussi ces informations. Le premier environnement est vraiment déjà en nous avant même de vouloir recycler, ce qui est une très bonne chose à faire, mais toutes nos pensées toxiques, nos émotions toxiques, il y a des moyens aussi d'en prendre soin et du coup d'avoir un impact positif aussi sur l'entourage. Et dans notre travail, ça a un impact positif dans nos vies en général. Et donc, cette discipline, la psychologie, effectivement, m'a toujours intéressée, et je me suis dit, j'ai fait quelques recherches et j'ai vu que tu étais actif et qu'il y avait bientôt des webinaires, et je me suis dit, bah, c'est hyper pertinent. Donc, on va commencer par le b.a.-ba et comme piqûre de rappel pour ceux qui le savent déjà, mais sinon aussi c'est important de rappeler, qu'est-ce que c'est finalement l'éducation et la psychologie positive? Alors, je vais commencer par une non-réponse. Je vais déjà dire ce que c'est pas. Oui. La psychologie positive, ce n'est pas la pensée positive. Il y a énormément de gens qui font l'amalgame entre les deux. La pensée positive, bon, la plupart des gens connaissent. Et puis la plupart des gens ont déjà fait l'expérience que ça ne marche pas. Alors, ce n'est pas ça. La psychologie positive, il y a une définition qui est acceptée par l'ensemble des chercheurs du domaine, qui est l'étude scientifique des conditions et des processus qui amènent à l'épanouissement ou au fonctionnement optimal des individus, des groupes et des institutions. Et cette définition, elle a deux aspects qui me semblent importants. C'est qu'on est dans l'étude scientifique. Ça veut dire que les résultats de recherche sont soumis à des protocoles de méthodes scientifiques dans les sciences humaines. Donc, on va souvent avoir des résultats nuancés et on ne va pas avoir des recettes toutes faites comme on en trouve des fois dans le développement personnel. Même si des fois, dans le développement personnel, on trouve maintenant de plus en plus d'auteurs qui utilisent les termes psychologie positive pour faire justement, donner un peu de crédit, mais que ça n'en est pas, ce n'est pas un terme qui est forcément protégé. Et puis surtout, la deuxième partie intéressante et importante dans la définition, c'est que des fois, on reproche à la psychologie positive d'être très américaine, dans le sens où elle est très individualiste et on se focalise sur notre propre épanouissement. Alors que dans cette définition, oui, on s'est occupé, je disais, c'était le fonctionnement optimal des personnes, mais aussi des groupes et des institutions. C'est-à-dire qu'on va se demander comment est-ce qu'une famille peut fonctionner de manière optimale, quels sont les ingrédients. Ça peut être une classe d'école, ça peut être une entreprise, voire des États. On va comparer le bonheur moyen dans les États, essayer de comprendre pourquoi est-ce que tel État a sa population qui est plus ou moins heureuse qu'un autre à condition, par exemple, de PIB équivalente. Ça te va comme ça, comme définition? Ah oui, effectivement, la psychologie positive et l'éducation positive en découle, ou elle a été créée avant ou en parallèle? L'éducation positive, la différence, c'est qu'elle n'a pas de définition une même définition acceptée par tout le monde. Donc, tout le monde peut se prétendre de l'éducation positive, étant donné qu'on peut faire
des interventions fondées scientifiquement ou pas. Y a pas. Donc moi, j'aime pas utiliser éducation positive, même si je l'utilise quand même des fois parce que il est à la mode et puis les gens connaissent ce terme-là. Moi, je préfère utiliser psychologie positive en éducation. D'accord. Comme ça, on sait qu'on est dans ce cadre, cette définition de la psychologie positive qui est, il n'y en a qu'une. Oui. Et puis, mais par contre, voilà, c'est dans ce domaine de l'éducation. Mais après, dans l'éducation positive, au sens large, c'est vraiment un sujet délicat parce que si on est un parent, on a plus de chances de tomber. Si je trouve quelque chose qui se dit issu de l'éducation positive, on a plus de chances de tomber sur des contenus qui ne sont pas vérifiés scientifiquement, voire qui ont des éléments qui sont faux ou qui ont été transformés, disons, pour rendre le savoir un peu sexy et puis vendre son produit, sa formation ou son bouquin. Donc, c'est un domaine compliqué. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a une explosion de livres sur le bonheur et tout ça. Et c'est vrai que c'est une discipline qui est quand même relativement jeune, 98, je crois, Martin Seligman, ce psychologue américain. Et je pense que les neurosciences ont permis effectivement à l'apogée un peu de cette discipline, non, parce que ça a permis d'amener effectivement des aspects en avant sur notamment la modification du fonctionnement du cerveau et des choses comme ça. Pas vraiment, Non? j'ai envie de dire. Il y a un terme qu'on utilise souvent, c'est le... Je sais plus, c'est le... On met le mot porno dedans, neuroporno, je ne sais plus quoi. C'est qu'on met justement les termes neuro ou neurosciences à toutes les sauces. On met des images de cerveau avec des zones qui s'allument pour faire sérieux. Mais finalement, les neurosciences, en psychologie positive en tout cas, elles ne nous a pas apporté plus que tant. Parce que on va savoir que le cerveau peut se transformer avec l'expérience, savoir que c'est une telle partie du cerveau qui s'active plutôt qu'une autre, ou voir qu'il y a deux aires qui s'activent lorsque, par exemple, on est triste, et puis qu'il y a deux aires du cerveau qui sont connectées. Ok, elles sont connectées. Et alors, finalement, les neurosciences, elles sont toutes nouvelles, et puis elles nous expliquent comment fonctionne l'architecture du cerveau, mais on est encore au tout début. Par contre, après, de dire comment est-ce que je peux, quel comportement je peux adopter dans ma vie, et puis qu'on puisse me dire, mais alors ça va faire tel effet sur ton cerveau, ce serait abusif. Par contre, la psychologie positive va beaucoup puiser dans les savoirs de la psychologie cognitive, qui, elle, va aussi chercher des infos dans les neurosciences, mais essentiellement dans des expériences scientifiques ou empiriques. Ça vient aussi beaucoup des TCC, des thérapies comportementales cognitives au départ, qui sont des thérapies qui ont comme valeur intrinsèque d'être vérifiées scientifiquement, en tout cas les effets. C'est une des seules thérapies dont on vérifie les effets. Parce qu'on voyait notamment, c'était un reportage il y a très longtemps sur la BBC, c'était Robert Holden qui nous avait montré. Ils avaient pris 6 participants et la BBC les avait suivis pendant 6 semaines, un truc comme ça. Et ils avaient fait un mapping du cerveau avant, après, puis ils avaient pu voir des changements avec des pratiques comme le sourire devant le miroir, enfin plein de choses de cette clinique du bonheur, entre guillemets, justement. Et il semblerait que la gratitude, notamment, a été quand même pas mal étudiée en termes de neurosciences pour montrer quand même des modifications apparemment du cerveau aussi qui permettaient effectivement d'activer des zones en lien avec les émotions positives. Donc, c'est pour ça, moi, je pense que de toute façon, tout le monde a envie d'être plus heureux, ça c'est sûr. Donc, c'est pour ça qu'il y a une explosion. Mais c'est vrai qu'il y a aussi quand même des clés et des pistes qui sont intéressantes pour le quotidien. On n'a pas besoin d'être scientifique pour utiliser les clés et les pistes que nous donne la psychologie positive. Et justement, peux-tu nous en parler? Pourquoi on a tout intérêt à quand même s'y intéresser, qu'on soit un adulte, qu'on soit un ado ou un parent? Quel est l'intérêt à s'y intéresser? Je pense qu'on est dans un moment assez incroyable dans l'histoire de l'humanité, et qu'on on est les premiers, et encore, géographiquement, on n'est pas tous à égalité, mais on est un peu les premiers à devoir se demander
qu'est-ce que je pourrais faire pour être heureux? Alors que dans la plupart de l'histoire de l'homme, c'était déjà comment je peux faire pour survivre, comment je peux faire pour ne pas mourir d'une maladie, pas me faire tuer, ou quand je me fais, je sais pas, je me fais juste blesser tout simplement avec une machine toute bête du Moyen-Âge, ben, finalement, j'ai une infection et puis 3 semaines plus tard, je suis plat. Donc, on a ce luxe actuellement de pouvoir penser à notre bonheur, d'avoir du temps pour notre bonheur. Et donc, forcément, ben, quand on s'est retourné, on s'est dit, oui, mais alors on fait comment? C'est un petit peu ce que s'est dit Seligman aussi, justement, en 98. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que, bon, bien sûr, il n'a pas fallu attendre 1998 pour que des gens avaient des réponses, mais là, on a des réponses qui sont scientifiques. Ça veut dire que le savoir, il est solide, et puis surtout, il n'est pas figé. C'est-à-dire que si on fait des découvertes qui vont modifier un ancien savoir, eh bien, on va l'adapter en fonction de la recherche, ce qui n'est pas le cas en général d'autres domaines, disons, comme on avait avant sur des livres qui nous promettaient le bonheur, par exemple. Et du coup, dans ton quotidien, toi-même, tu as appris toutes ces choses, tu les enseignes. Qu'est-ce qu'on peut facilement mettre en place? Facilement, pas grand-chose. C'est vrai? Mais bon, ça dépend ce qu'on décide par facile, ce qu'on met derrière facile. Mais, je dirais déjà, il faut connaître comment fonctionne notre cerveau ou comment fonctionne un être humain au niveau de son comportement, c'est très aidant. Et puis, connaître nos biais, c'est tous les pièges dans lesquels notre cerveau nous fait tomber dedans. C'est la première étape pour pouvoir aller de l'avant. Parce que, par exemple, une des choses dont on est vraiment très nul, c'est le changement. Notre cerveau, il fait tout pour garder la situation telle qu'elle est. Puis je pense qu'on a tous fait l'expérience de vouloir d'avoir des résolutions, ou bien, voilà, on veut arrêter de fumer, on veut ci, on veut ça. Puis finalement, après quelques jours, quelques semaines, on craque. Donc déjà, de connaître les savoirs sur le changement, comment ça fonctionne un changement. Et puis, en psychologie positive, on constate qu'on peut changer vraiment notre vie en faisant des micro-changements, en tenant compte aussi de notre tête, mais aussi de notre corps, dans le sens où dans la quantité de sommeil que je vais avoir va influencer ma capacité à me comporter de façon à être heureux. Aussi pour l'exercice et la nutrition, c'est 3 pans qui sont forcément enfin pas forcément en fait, mais interconnectés par rapport au bonheur. Donc, ça va être très difficile pour moi, par exemple, d'essayer d'être quelqu'un de plus calme. Je suis quelqu'un qui m'emporte, qui me laisse emporter par ma colère. Ok, j'ai envie de travailler sur mes compétences émotionnelles, je peux lire tous les bouquins que je veux sur les compétences émotionnelles. Si je suis fatigué, ça va être impossible. Donc, il faut connaître notre fonctionnement pour pouvoir commencer les changements. Ensuite, des micro-changements. Et puis, pas forcément des changements dans le comportement. Peut-être qu'il faut commencer par justement des changements dans notre manière de prendre soin de notre corps, c'est-à-dire cerveau plus son fonctionnement physiologique. Et c'est vrai que la perception qu'on a aussi de nous-mêmes, on est souvent notre pire ennemi, donc de peut-être être plus bienveillant envers nous. Est-ce que ça fait partie de la psychologie positive? Je pense pas. Surtout qu'on a un biais qui s'appelle le biais d'optimisme, où on pense un peu tous qu'on est un peu meilleur et plus gentil et plus compétent que les autres. Par contre, face aux autres, on se tire assez vers le bas. Donc, on a appris à être très humble, mais au fond de nous-mêmes, on se trouve quand même quelqu'un de bien, en règle générale. Si on se trouve quelqu'un de pas bien, souvent les gens qui ont des pensées où ils se trouvent pas bien vont aller vers de la dépression, par exemple, des comportements ou des pathologies comme ça, on pourrait dire. Être bienveillant envers nous-mêmes. C'est intéressant ce que tu dis, Samuel. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi, je pensais que l'estime de soi, c'était vraiment ce qui manquait à la plupart des gens. J'avais vraiment l'impression que moi, dans mes ateliers, quand je commence à les interroger,
c'est difficile de se percevoir positivement. On est tout le temps en train de se juger, s'auto-juger. Et tu es en train de me dire que de manière générale, intérieurement de soi à soi, on se considère plutôt bien? Ça va bien. Exactement. Ouais, Exactement. Dans les recherches, on voit par exemple 90% des conducteurs pensent conduire mieux que la moyenne. d'accord. C'est pas possible vu qu'ils peuvent n'être que 50% à conduire mieux que la moyenne. 90% des enseignants considèrent enseigner mieux que la moyenne. Mhm. Mais pourtant, ce n'est pas le discours ou les pensées qui nous animent entre Ouais. nous, parce qu'on a une humilité sociale qui a bien été intériorisée. Surtout en Suisse. Probablement, ouais, en Suisse, Ouais, en Suisse et dans les pays du Nord, on a peut-être un peu plus que ouais, dans d'autres pays. Ouais. ouais. Et toi, qu'est-ce que toutes ces années, qu'est-ce qui t'a aidé? Qu'est-ce que tu mets en pratique? Donc, on a bien compris, faire attention à son sommeil, à l'hygiène de vie, au corps, parce qu'effectivement, on sait que quand on change notre physiologie, on change notre état d'être aussi. Donc, tout ça collabore à un meilleur état d'esprit. Qu'est-ce qui t'a aussi aidé et qui pourrait être aidant pour les personnes qui nous écoutent? Par exemple, en famille, effectivement, et notamment puisqu'on parle d'éducation positive aussi, c'est vrai qu'il peut y avoir pas mal de conflits. Alors, si en plus il y a du stress avec Covid et tout ça, euh, est-ce que tu as vu dans tes ateliers, dans tes pratiques, tu accompagnes des gens individuellement aussi, je pense, Mhm. même si c'est pas facile, des choses qui commencent à fonctionner, comme je sais pas, l'écoute contribue, j'imagine, dans l'éducation des enfants. Alors, je dirais déjà le piège dans lequel il ne faudrait pas tomber, mais si on est tombé, c'est un peu trop tard, c'est qu'en fait, les gens s'y prennent trop tard. C'est-à-dire que moi, j'ai souvent des gens qui viennent pour me dire qu'est-ce que la psychologie pourrait faire pour résoudre mes problèmes. Oui, La psychologie positive, ben, elle ne vient pas résoudre des problèmes. Elle vient euh, préparer une bonne éducation ou préparer une belle vie. Donc, si on veut résoudre des problèmes, on est plutôt dans la psychothérapie. Et là, c'est un autre domaine qui est aussi bien plus documenté que la psychologie positive. Mais lorsque j'ai ouais, des soucis avec, de comportement avec mon enfant qui pique des crises, peut-être certains auront vu qu'il y a eu un temps présent il y a quelques jours là, sur les enfants oui, qui piquent des crises dans les écoles et tout ça. Donc, donc là, il faut plutôt aller chez des psychothérapeutes oui. qui vont donner des pistes. Maintenant, dans la psychologie positive, on va préparer. C'est-à-dire que je me prépare à être parent, mais j'y pense avant. C'est un peu la même chose que lorsqu'on on se prépare, je ne sais pas, on va se préparer pour un entretien d'embauche, forcément, on se prépare. Le problème, c'est que pour notre bonheur, on ne se prépare pas ou on prend peu de temps pour investir. Oui. Les parents lisent des bouquins sur l'éducation quand les enfants sont déjà là. Et puis, en général, quand on a les enfants, ça prend du temps. Alors, le temps qu'on ait lu le bouquin pour savoir comment faire avec notre fille de 2 ans, elle a 3 ans. Quand on a fini de lire le bouquin, c'est trop tard. Donc, la première clé, c'est de préparer à l'avance euh, les choses. Donc, moi, j'aime bien accompagner les parents dès le tout début, Mhm. dès la naissance de l'enfant, pour anticiper les choses qui vont venir et justement se préparer à comment j'ai envie de réagir dans ces situations, comment j'ai envie d'être, quelles sont les valeurs qui vont m'accompagner, etc. Parce que quand on a un enfant qui pique une crise, et puis que nous, on se fâche, puis on se met en colère contre lui, finalement, les valeurs, on les a mises bien au fond du grenier, puis on n'y revient plus, puis on regrette. Donc, c'est vraiment préparé, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Tu aides comme ça les gens à prendre le pli un peu. Mais il y a peut-être, parce qu'il y a des domaines effectivement qui dysfonctionnent, qui sont difficiles à rattraper, mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut aussi, j'imagine, tu vois, créer une ambiance plus féconde, plus autour de la table, ou je sais pas, tout simplement, par exemple, la gratitude. C'est vrai qu'on n'a pas tendance à trop parler de choses dont on est reconnaissant ou des choses comme ça. C'est des choses qu'on n'a pas automatiquement besoin d'attendre que tout aille bien pour en parler, par exemple, non? Non, effectivement, mais alors après, on n'a pas dit qu'il fallait que tout aille bien, mais disons que Mhm. lorsqu'on est dans la difficulté ou la grande difficulté, Mhm. je ne recommande pas aux gens de se tourner vers l'éducation positive. Non, non, je comprends D'abord plutôt des psychothérapies, des bien. Ouais, thérapies familiales ou comme ça. ouais, ouais. Après,
lorsque la situation est devenue normale. Donc, quand on dit normal, ce n'est pas parfait, c'est justement, ben oui, des fois il y a des crises, oui, des fois ça ne va pas, etc. Mais là, on peut justement, on a le temps, on a un peu plus d'énergie pour mettre des choses en place, comme ça peut être effectivement de mettre en place un rituel sur la gratitude au souper ou au coucher, enfin égal. Puis là, voilà, on a le temps, l'énergie pour le faire, pour le tester, parce que c'est pas, voilà, on va nous proposer par exemple de le faire à table, et puis finalement on voit que ça marche pas, ça fait un peu bizarre, puis finalement les parents ils disent ah mais en fait après quelques semaines j'ai essayé de le faire au coucher individuellement, puis ça marche beaucoup mieux que tous ensemble en famille. Donc à chaque fois il faut adapter en fonction du caractère de chacun des membres de la famille pour que ça passe bien justement. Ça a ses effets. Très bien. Eh bien, parle-nous maintenant justement en lien avec ce qu'on discute là, de la mission de ton association spécifiquement, qui est l'association donc romande d'éducation et de psychologie positive. Tu as aussi, bien sûr que tu agis localement, mais pour l'instant, tu auras aussi pour cette année des webinaires. Donc, s'il y a des personnes aussi qui sont en ce moment en France, qui nous regardent, peut-être qu'elles peuvent être intéressées à s'inscrire à ces webinaires. Donc, quelle est la mission et les activités principales, et plus particulièrement l'actualité? Alors, à la REP, le but, c'est de diffuser les savoirs de la psychologie positive en éducation. Parce que quand j'ai terminé ma formation, j'ai remarqué que moi, je suis enseignant primaire de formation de base, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de savoirs que je pouvais implémenter dans ma classe, et puis que je n'avais jamais entendu parler. Alors, par contre, j'ai entendu parler de plein de trucs miraculeux, de trucs géniaux, qui ont démontré depuis des dizaines d'années leur inefficacité, mais qui sont qui ont très la cote dans le domaine de l'enseignement. C'est des choses comme les styles d'apprentissage, la gestion mentale, le brain gym. Tout ça a été démontré que ça n'a aucun effet positif sur les enfants. Mais c'est encore d'actualité. Par contre, alors on perd beaucoup de temps avec ces enfants-là. C'est des gens qui veulent bien faire. Mais à la fin, on n'a pas eu d'effet. Par contre, on a des savoirs qui sont efficaces, qui sont puissants, et on n'est pas au courant. Donc, le but de l'association, c'est vraiment de diffuser ces savoirs et aussi envers tous les acteurs de l'éducation, les enseignants, mais aussi les parents, et les éducateurs, puis tous les caregivers, tous ceux qui s'occupent des enfants là autour, et aussi les chercheurs, parce qu'on a beaucoup de chercheurs qui font des tas de choses dans le domaine de l'enfance en Suisse. Puis ces gens-là, ils n'ont pas forcément accès au terrain et inversement. Donc, c'est vraiment le but de pouvoir faire des ponts entre tous ces mondes. Et donc, l'association, elle fait chaque année une journée de formation avec justement des chercheurs au top de leur domaine particulier, mais de l'enfance, qui vont directement causer avec les parents ou avec les enseignants. Il y a à chaque fois plusieurs thèmes, plusieurs personnes qui interviennent. Et puis, ça permet aussi, ça permet à un papa qui travaille dans une usine de discuter un moment avec un chercheur qui met des enfants qui fait de l'imagerie avec des enfants et qui observe les cerveaux d'enfants. Et puis, ils discutent tous les deux à la pause. Et c'est super intéressant de voir ces mondes qui se connectent. Tu as une date pour cette année déjà C'est principalement quand même pour les professionnels, de ce que j'entends, non? Non, c'est aussi pour les parents. D'accord. Après, en même temps. Oui. En même temps. C'est dans la même semaine? On essaye toujours dans la journée d'avoir des thèmes qui intéressent tout le monde. D'accord. Après, je suis conscient qu'on n'est pas accessible pour tous les parents. Ouais. Je pense que je recommande toujours aux intervenants de parler le plus simplement possible, mais c'est toujours difficile quand on est dans des savoirs un peu pointus. Mais on fait le maximum pour mettre ce savoir le plus disponible possible. Alors, la prochaine date, c'est le 29 mai. Ça devait être en février, on l'a repoussé au 29 mai, on espère que ça ira. Et là, on a deux thèmes. Un thème, c'est la construction des petites filles et des petits garçons. De l'identité? Ouais, de la construction sociale, et puis surtout en quoi le fait de construire des petites filles et des petits garçons plutôt que de construire des personnes, ça freine leur épanouissement potentiel. Pour les petites filles, on connaît, mais disons, c'est quand même intéressant d'en savoir un peu plus, d'aller plus dans le détail. Puis pour les petits garçons aussi, on connaît moins.
mais quand même, il y a des choses compliquées d'être un petit garçon, de grandir dans, dans la peau d'un petit garçon. Et le deuxième thème, ce sera développement de l'esprit critique à l'école. Parce qu'on a vu en 2020, on a vu, OK, on est nombreux à avoir découvert toute une frange de la population qui peut croire très facilement à des théories vraiment abracadabrantes, sans vérification, et qui s'investissent beaucoup là-dedans. Et on a remarqué que l'esprit critique était en fait peu développé chez nous tous. Donc, il y aura notamment une intervenante française qui fait des actions concrètes dans les écoles pour développer l'esprit critique, apprendre à gérer l'information, à gérer nos pensées, ne pas se faire avoir par nos biais cognitifs, etc. C'est le 29 mai, ce sera à Lausanne normalement. Ah, d'accord. Très bien. On essaie de varier les cantons vu qu'on a une association romande. La dernière fois, on était à Fribourg. Donc, cette fois, ce sera Lausanne. Ah, cool. Ben, j'espère que ça aura lieu, que les conditions seront là pour que ça ait lieu. Ce sera peut-être en plein air, si jamais, peut-être, non? Ce sera à l'intérieur? C'est prévu à l'intérieur? Je pense que ce sera à l'intérieur parce qu'en plein air, s'il y a une mauvaise météo tout, pour l'organisation, ça va être compliqué. Ouais. Mais ouais, on croise les doigts. Ouais. Au pire, D'ici là, ça va s'arranger. Et puis, tu as aussi, je pense, les webinaires qui, notamment, il y en aura un lundi, mais ils seront assez fréquents tous les mois ou tous les combien? Alors, il y en a combien là? Il y en a 7 jusqu'au mois de juin. Il y en a déjà eu un. Ouais, c'est plus ou moins tous les mois. Effectivement, plus ou moins. C'était juste avant le Covid, il y avait un projet de faire un club de psychologie positive. Donc ça, c'était via mon entreprise Focus Positive. Donc, ce n'était pas forcément lié à l'éducation. Et puis, l'idée, c'était de mettre aussi en pratique la psychologie positive parce que ce que je regrette un peu avec la psychologie positive, c'est que ça reste un champ de recherche très universitaire et qui finalement n'a pas beaucoup d'impact sur monsieur et madame tout le monde. Je suis d'accord. Moi, j'ai vraiment envie que monsieur et madame tout le monde puissent connaître des éléments de la psychologie positive, mais aussi de les tester sur le terrain. C'est-à-dire que donc, le club, l'idée, c'était qu'on fait des moments où on a des conférences comme là, les webinaires, mais aussi une fois par mois, on se réunissait quelque part en Suisse romande pour appliquer ce qu'on avait appris dans le cadre d'activités diverses et variées. Alors, bon, les activités sont tombées à l'eau pour l'instant, mais j'ai gardé les conférences sous forme de webinaires jusqu'à fin juin. Et puis, on verra après si en automne, on peut commencer une session avec le club, avec l'idée telle que j'avais au départ, où on se voit aussi. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait une sorte de communauté où on ait du plaisir aussi à se retrouver pour faire ces activités-là. Oui, avec un échange d'expérience aussi sur ce que chacun vit, comme il applique et tout ça. Pas forcément. Non, pas forcément. C'est un peu au café philosophique. Ouais, non, c'est vraiment, par exemple, j'avais pensé à faire une soirée jeux de société avec des. Bien sûr, ce n'est pas une soirée où on pose des jeux de société puis chacun se débrouille. Elle est bien mise en place. On prend en compte toutes les personnalités. Il y a des gens timides, il y a des gens pas moins timides, etc. Donc, on va faire en sorte que tout le monde passe une bonne soirée. Mais pendant la soirée, on va s'arrêter ou à la fin, tu vas dire, vous vous souvenez, il y a 2 semaines, en conférence, on a parlé de l'état de flow, ce qu'on appelle l'expérience optimale en français. Cet état où on adore faire ce qu'on fait et on n'a aucune pensée intrusive. On ne pense jamais à payer nos factures, à se dire, il faut que je fasse mes impôts quand je rentre à la maison, tellement qu'on est absorbé par l'activité. Souvent, les jeux de société se prêtent à ça. Donc, tout d'un coup, on fait un pont. Donc, c'est vraiment en fait de mettre la pratique concrète sur OK, j'ai bien entendu que c'était le flow, j'ai compris que c'était l'expérience optimale. Mais une fois que la conférence est finie, je fais quoi? Dans le club, on propose des activités concrètes. Une expérience qui va amener à illustrer effectivement un principe qui en plus après est documenté et on comprend mieux effectivement. Exactement. Moi, je ne suis pas adepte personnellement des moments où on s'échange nos pratiques et on se raconte des choses. Ce n'est pas quelque chose que j'aime personnellement. Alors, je pense que je ne le fais pas bien moi-même. Oui. Et comme j'anime pas mal de choses en psychologie positive, je me retrouve souvent quand même confronté à ça. Et presque systématiquement, je me retrouve aussi avec des personnalités qui parlent beaucoup de leurs histoires à elles et d'autres qui doivent attendre beaucoup et c'est désagréable pour beaucoup de gens. Alors, j'ai appris à animer
et à savoir, disons, stopper quelqu'un qui parlait trop et à essayer de motiver un peu quelqu'un qui a de la peine. Mais ce n'est pas quelque chose où je suis bon. Donc, si quelqu'un cherche un endroit où justement on échange sur ce qu'on a dans la tête, sur les expériences qu'on fait, les pensées, etc. Alors là, je suis meilleur quand on le fait dans un cadre de coaching individuel, mais pas dans un groupe où on ne se connaît pas plus que tant. Non, c'est pas, ça me faisait penser, tu sais, aux rencontres de CNV en communication non violente. Ben, il y a les ateliers, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est intéressant, qui est ces sortes de réunions de pratique, hein, où on dit, ben voilà, j'ai essayé ça cette semaine, ça n'a pas du tout marché, ou des trucs comme ça, parce que ça va au-delà de juste un exercice intellectuel, ça va vraiment dans une sorte de lessons learned, de retour, et puis de se sentir soutenu, puis de dire, ah ben, peut-être que la prochaine fois, fais comme ça, et tout ça. C'est plus un laboratoire, en fait. Ouais. Et c'est vrai que pour la CNV, comme la CNV, c'est un processus extrêmement simple, mais il faut surtout le mettre en pratique, eh ben, c'est intéressant de pouvoir en parler, de voir dans quel contexte on l'a utilisé au travail ou quoi, qu'est-ce que ça a donné. Puis ça inspire les autres aussi à voir que ça fonctionne et des choses comme ça. Moi, dans un cadre comme l'école des parents, ça s'y prête parce que justement, on est là pour se former. Donc, les expériences de chacun sont formatrices. Dans le club, c'est plutôt vivre la psychologie positive. Oui, je comprends, ouais, très bien. La différence. Et tu nous donnes quelques thèmes à venir de tes webinaires, notamment lundi le prochain? Alors, lundi, c'est psychologie positive du couple. Du couple, le couple. Il y a la Saint-Valentin 2 semaines plus tard, donc c'était tactiquement bien agendé. D'accord. Donc voilà, psychologie positive du couple, parce que tout le monde connaît Mars et Vénus. En tout cas, tout le monde a entendu parler. Donc, avec 98% de trucs à inventer, faux, enfin bref, ou qui n'ont pas d'efficacité. Mais personne n'a entendu parler de Gottman, qui a pendant 40 ans étudié les couples qui fonctionnent bien, qui est super efficace dans ses interventions. Donc voilà, l'idée, c'est de remettre justement un peu de science du couple ce soir-là. Très bien. En mars, c'est des éléments d'éducation positive, justement. En avril, c'est spécial. Le 22 avril, on a Rebecca Shankland, qui est peut-être on va dire une des grandes stars de la psychologie positive en France, qui animera la conférence sur son livre qu'elle a sorti avec Christophe André, Ces liens qui nous font vivre. Très bien. Parce que là, elle fait 2 jours de formation avec moi à Vevey là, pour les écoles et les parents. Donc, comme elle est par ici, j'en ai profité pour agender cette réunion-là. Donc là, c'est vraiment l'occasion d'avoir… c'est une chercheuse. Moi, je suis pas un chercheur en psychologie positive, je suis un enseignant. J'essaye de vulgariser, de mettre à disposition le savoir. Mais elle, c'est vraiment quelqu'un qui fait de la recherche concrète. En mai, on fait sur la gratitude, justement. Parce qu'effectivement, c'est un sujet qui a l'air un peu bisounours. Moi aussi, quand j'ai appris que j'avais fait une journée de formation sur la gratitude, je me suis dit, super, c'est tout ce que je n'avais pas envie. Puis en fait, c'est un sujet qui est très sérieux et très documenté. En mai, c'est la psychologie positive du monde, parce que la plupart d'entre nous, on a cette impression que le monde va mal quand même, que le futur est sombre, alors que si on adopte un point de vue, une posture plus scientifique et qu'on regarde les données, on n'a jamais vécu dans un monde aussi génial que ça. Donc, on va remettre l'église au milieu du village et de nouveau se faire plaisir à prendre conscience qu'on vit dans un monde génial, qui n'a jamais été autant génial pour l'humain, en tout cas. C'est une méta-analyse, non, qui avait été faite à Harvard, non, qui avait démontré ça, non, que le monde. Disons qu'il y a beaucoup de recherches sur différents domaines parce que. Ils avaient fait une méta-analyse où ils avaient globalement tout pris. Il y a le mot ange dedans, ou je ne sais pas ce que c'est, mais c'était des chercheurs d'Harvard, mais ça, il y a quelques années déjà. Mais c'est vrai que ça m'avait interpellée parce que, bon, déjà, je pensais aussi, parce que comme on a ce biais négatif et tout, on pense à chaque fois que notre situation est catastrophique. Et c'est vrai que si on voit les siècles précédents et tout, il n'y a pas photo. C'est sûr qu'il y a eu énormément de progrès individuels et collectifs. Alors après, je ne sais pas si c'est Stephen Pinker qui, je ne sais plus s'il a Harvard ou pas, mais qui a son livre qui a été sorti en français il n'y a pas longtemps, Le Triomphe des Lumières, qui justement est le résultat de toutes ces recherches sur tous ces domaines, la santé, le bien-être, le confort économique, le fait qu'on on meurt plus de nos mauvais choix que d'accidents ou de maladies ou ces choses-là. Oui.
Très bien. Ça, c'est quoi, en mai, tu dis? Ça, c'est en mai, c'est le 20 mai. En juin, c'est sur l'optimisme, développer l'optimisme chez nous et chez l'enfant. Et le 17 juin, c'est justement sur les pièges de notre cerveau. Donc là, on est plutôt dans la psychologie cognitive, mais à mon avis, une étape importante pour Oui. aller de l'avant avec notre comportement, c'est de savoir comprendre comment fonctionne notre machine et notamment ces bugs. C'est comme avec une voiture, quand on a une voiture, là, par exemple, moi j'ai un cerveau qui a 40 ans, bah forcément, il a l'âge. C'est comme une voiture. Une voiture qui a 40 ans, elle roule super bien, mais il faut connaître ses points forts et ses points faibles. Et puis, si je connais ses points faibles, je peux aussi les prévenir et faire en sorte qu'elles fonctionnent bien. Donc, c'est vraiment le but. Puis on verra des tas d'expériences là, au mois de juin, dans lesquelles on se fait avoir. Je pose des questions qui ont l'air toutes simples et les gens tombent dans des pièges, mais on tombe tous, quoi, même Oui. c'est assez troublant et assez rigolo finalement d'en faire l'expérience. Ouais. Voilà un peu ça, c'est le programme de ces webinaires. Super, ben c'est riche, hein, c'est riche. Ben on en vient à la fin, merci beaucoup. Et c'est vrai que tu faisais référence à l'RTS et nous, on est en Suisse, on se parle, on est en Suisse, mais il y a peut-être des personnes en France qui nous regarderont, mais c'est vrai qu'on a l'émission Spécimen qui n'existe plus, mais qui faisait des trucs assez géniaux, je trouve. Hein. Elle a été remplacée par Dans la tête 2, je crois. Et c'est vraiment de refaire des expériences scientifiques sur certains domaines. Et en lien avec ce que tu dis sur le biais négatif ou sur la psychologie positive, ils avaient fait des belles émissions, vraiment. Ils ont fait un spécimen sur le bonheur. Oui, Qu'on avec le retrouve sur monsieur en RTL. chaise roulante, je me rappelle. Exactement, ouais, qui est plus heureux en chaise roulante qu'avant. Ouais. Et après, je pense que les Français ne peuvent pas voir sur Play RTS, mais peut-être qu'on Sur trouve sur YouTube. En tout cas, dans la tête 2, on le trouve sur YouTube. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont mis là. Ouais. Sinon, il faudra voir d'autres choses. Ouais. Mais c'est vrai que c'est vraiment des bonnes émissions. Exactement. Merci. Merci beaucoup, Des Samuel. émissions qui sont solidement fondées. Ouais. Ils ont fait un bon travail là. Eh ben, je pense que c'était très intéressant et que si vous prenez ça en cours, ben, regardez depuis le début. Et puis sinon, vous avez demain et les prochains jours, ce sera sur la page Facebook. De toute façon, ça va rester. Je vous remercie. Je remercie Samuel et à tout bientôt pour un autre sujet sur l'écologie intérieure, sur comment justement cultiver ce jardin intérieur, activer nos ressources. Bonne soirée à tous. À bientôt. Merci Caroline.